Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Justine est une voyageuse à plein temps et une amoureuse de la vie. Avant d'être une baroudeuse, Justine avait un grand rêve, devenir pompier de Paris. Un rêve d'enfant qu'elle a d'ailleurs réalisé. Ce qu'elle souhaitait, être présent pour les autres dans leurs moments de vie les plus difficiles. Mais une fois pompier, ce fut un peu la désillusion. Une pression constante, devoir prouver que tu es à la hauteur en tant que femme et en tant que nouvelle recrue. Justine décide alors d'arrêter et de quitter les pompiers de Paris. Elle prend la décision de réaliser un autre rêve, partir voyager. Alors elle et son ancien chéri se sont simplement dit « Allez viens, on se casse ». Pas vraiment d'itinéraire, un tout petit budget, aussi effrayé qu'excité, ils se lancent. Ils commencent ce périple par l'Asie du Sud-Est. Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, Indonésie, cela durera 7 mois. Ils mettent ensuite le cap vers la Nouvelle-Zélande et ils font la demande d'un visa vacances-travail. Ils visitent le pays en stop et en sac à dos, travaillent dans des champs, dans des fermes, donnent des cours de français, s'occupent d'enfants et en contrepartie, ils logent dans des familles. Puis, ils partent à Taïwan où Justine donnera des cours de français pendant plusieurs mois. Vous l'entendrez dans son témoignage, c'est d'ailleurs devenu le métier de Justine. Elle a maintenant des élèves dans les 4 coins du monde et cela lui permet une totale liberté. Ils termineront ce long périple par la Californie en partageant un tandem. À la fin de ce voyage, Justine et son ex-compagnon se séparent. Elle décide de repartir voyager, mais seule, tout en donnant un but et du sens à ce voyage. Elle partagera son voyage à distance avec des enfants malades. Et durant cette nouvelle aventure, elle rencontrera son nouveau fiancé. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Justine traverse les États-Unis en camping-car avec son chéri et son chien. Salut Justine! Salut Sandra! Comment tu vas? Super, et toi? Très bien, je te remercie. Bon, a priori, on a quelques heures de décalage, c'est ça? Tout à fait, je crois qu'on a 8 heures maintenant. Ah oui. Ah oui, donc là, il est quelle heure chez toi? Donc moi, il est 8h30 du matin. Ah ouais, d'accord, bah bonjour. Tu te réveilles quoi, tranquille. Bon, super. Justine, tu vas tout nous raconter bien évidemment. Tu es en train de faire un super voyage, une superbe expérience. Est-ce que tu peux d'abord te présenter s'il te plaît en quelques mots? Ouais, d'accord. Alors, on va dire que je suis une voyageuse à plein temps. Ça fait déjà, on va dire, 5 ans que je suis en voyage. Et voilà, pour me présenter, je dirais une amoureuse de la vie. C'est beau. Exactement, tu es une baroudeuse, tu traverses le monde, mais avant ça, donc moi j'aime bien dans mes interviews revenir quelques années en arrière dans la vie de mon invité. Et donc tu faisais complètement autre chose, et donc tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu faisais Justine quelques années en arrière et où tu étais. D'accord. Alors moi, j'ai grandi donc dans vraiment un petit village de 300 habitants dans le nord de la France. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis partie à Paris, donc pour faire des études et aussi donc pour réaliser mon grand rêve qui était de devenir pompier de Paris. Donc ça a toujours été mon objectif. Donc je me suis vraiment entraînée pendant 1 an avant même d'entrer à l'académie, à l'école. Et donc voilà, parce qu'en tant que femme, il faut d'autant plus prouver physiquement qu'on est capable. Donc, en me m'étant vraiment battue, j'ai réussi à intégrer l'école donc des pompiers de Paris et ensuite donc à intégrer, une caserne où j'étais la seule femme. Donc c'était un vrai challenge, mais pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant que j'ai réussi à réaliser, donc j'en étais vraiment super heureuse. Et pourquoi tu avais ce rêve-là? Est-ce que tu avais des personnes dans ta famille ou dans ton entourage qui étaient pompiers? Pas du tout, non, pas du tout. Ça a toujours été, je sais pas, un peu, l'héroïsme et voilà, sauver les gens et être présent pour les gens, juste être utile en fait. C'était beaucoup sont attirés par le feu.
moi, j'aimais le feu, l'incendie, mais c'était plus le secours à victime, ce qui est rare. Souvent, les pompiers, voilà, préfèrent aller, au feu. Moi, j'aimais vraiment, être en fait, comment dire? Présente dans le pire jour des gens. En fait, pour nous, c'était notre quotidien en tant que pompiers et pour les gens, souvent on dit, donc pour les pompiers, c'est l'ordinaire et pour les gens, c'est l'extraordinaire. Oui. Donc c'est là, en fait, dans leur souvent le pire jour de leur vie et en fait, être présent et être, voilà, être quelqu'un, de rassurant et qui va pouvoir, soulager, voilà, le pire jour de leur vie, leur souffrance, je trouvais ça vraiment beau. Ah bah, c'est clair, c'est un métier qui est magnifique, qui est incroyable. Et quand tu dis que tu t'es entraînée pendant 1 an avant, tu veux dire que tu t'es entraînée, physiquement? C'est ça, physiquement, donc bah, j'avais un niveau enfin, je faisais un peu de sport, mais pas tant que ça et donc là, c'était vraiment au niveau musculation qu'il fallait que je gagne. Donc même faire une traction, une seule, je savais pas. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à, on va Mmh. dire, tirer ma première traction et au final, quand j'ai réussi à en faire une, après ça s'est un peu, débloqué, on va dire et au meilleur de mon entraînement, j'en étais à 30. Enfin, je suis vraiment partie de rien pour, j'étais vraiment musclée à la fin. Donc vraiment, ouais, c'était au niveau, bah, musculation, cardio, pour essayer de tenir le rythme et au final, entre guillemets, «c'est injuste», mais certains mecs, ouais, arrivaient presque sans s'entraîner, avaient déjà la condition physique. Ah Mais du coup, ouais! voilà, j'ai dû redoubler d'efforts pour être, au niveau du groupe, quoi, pour suivre le rythme. Et alors comment ça se passe quand tu rejoins cette caserne, à Paris? Tu m'as dit en off que c'était un peu la désillusion. Pourquoi? C'est ça, donc vraiment le métier, j'ai pas eu de surprise. Le métier en lui-même me plaisait beaucoup. Par contre, le rythme était difficile. Donc souvent, les pompiers professionnels, donc en province, font des gardes de 24 heures. Donc à Paris, c'est 48 heures. Donc c'est Waouh! vraiment très intense. Donc tu 48 heures de garde, 48 heures de repos. Et moi, j'ai été affectée dans la caserne qui, décalait, donc qui partait sur intervention le plus d'Europe. Donc c'était vraiment épuisant. Donc déjà en tant que pompier, mais en plus quand tu es la nouvelle recrue, tu dois faire, le ménage, la cuisine, enfin, t'arrêtes jamais, en fait. Donc c'est ça, plus après les entraînements. Donc c'était, vraiment, 48 heures où tu dors pas, où c'est très intense et donc honnêtement, j'avais du mal à suivre. Enfin, au bout de quelques mois, tu commences à fatiguer, ouais, c'est difficile. Donc ça, c'est la fatigue physique, mais enfin, j'avais aussi la fatigue morale, mentale, parce que c'est vraiment une pression constante, voilà, de prouver que tu es à la hauteur, déjà en tant que nouvelle recrue comme tout le monde, mais aussi en tant que femme en plus, c'est vraiment dur et donc ça, je le savais, j'en étais consciente et j'avais pas de problème avec ça. Mais par contre, c'était plus, ouais, la mentalité, on va dire, qui m'a déçue, dans ma tête, ce que j'imaginais, c'était plus une famille où oui, c'est dur à la base, tu dois un peu creuser ton trou, faire ta place, mais je voyais ça plus comme une famille. Mais je pense que entre guillemets, «le problème» des pompiers de Paris, c'est que c'est très jeune, en fait. Justement parce que c'est dur, beaucoup commencent par ça, leur carrière et ensuite partent en province où c'est plus calme et du coup, comme c'est très jeune, hem, ouais, la mentalité était vraiment, spéciale et moi, j'ai pas forcément adhéré à ça, on va dire. Donc vraiment le métier mais l'institution Pompiers de Paris, a été une désillusion et pour beaucoup, au final, j'étais pas la seule. Beaucoup font un an seulement, leur premier contrat d'un an et quittent et c'est dommage, en fait, parce que la mentalité est pas terrible, ouais, à mon avis. Mais et quand tu parles de mentalité, qu'est-ce que tu entends exactement? En toute transparence, tu peux enfin, en tout cas, si tu as envie de partager avec nous, tu peux te sentir libre, d'être transparente et d'expliquer vraiment pour qu'on comprenne, tu vois, de quoi tu parles exactement. C'était quoi le problème de cette mentalité dont tu parles? C'est dur à expliquer, mais c'est vraiment, heu comment dire? Bah, c'est, donc ouais, beaucoup de jeunes, donc c'est ouais, les gros bras quoi qui veulent un peu, montrer. Par exemple, quand c'est le 14 juillet, donc c'est les casernes sont ouvertes, donc les filles qui viennent. Enfin, c'est vraiment, C'est une ambiance, c'est heu, gros bras quoi, mais, je sais pas, il y avait pas ouais, le côté famille, c'était juste gros bras, on montre qu'on est le plus fort. C'était, ça sent la testostérone, quoi. ouais, voilà, le militaire pur, vraiment militaire pur, parce que ça m'attirait au final le monde militaire, mais je pensais pas trouver que ça. Je pensais qu'il y aurait, OK, ça, mais plus. Et je pense qu'en grande partie, c'était lié à l'âge, mais aussi, je pense que comme justement c'est très dur, au départ, je pense que beaucoup ont souffert quand ils arrivaient et du coup, quand ils arrivent à une position supérieure, en position de pouvoir, ils disent: «Ah OK, c'est à mon tour de faire souffrir les jeunes», en gros et du coup, je trouve que c'est vraiment un cercle vicieux où c'est pas très sain. Ouais, d'accord.
Et en tant que femme, est-ce que vous êtes accueillis de la même façon que les nouveaux hommes? En théorie, oui, mais on va dire que beaucoup pensent que les femmes n'ont pas leur place là, donc c'est Ah ouais. et après, Mais en plus, le truc, c'est que t'es séparé dans le sens où t'as la chambre à part, et en fait, beaucoup de moments un peu informels, un peu intimes se passent en chambre, où genre tu racontes que t'as vécu, enfin, je sais pas, c'est les moments informels, et du coup, tout ça, t'en es exclu. Donc, on va dire les vestiaires, les chambres, et du coup, t'es exclu de ces moments intimes, informels, donc c'est plus dur de faire son trou et de vraiment faire partie de l'équipe, ouais. de tisser des liens. C'est ça. Hmm. Alors du coup, tu décides d'arrêter, de mettre un terme à ta carrière de pompier qui finalement a duré combien de temps? 1 an, à peu près 1 an. 1 an. Et donc comment ça se passe? À quel moment tu prends la décision de partir et est-ce que ça a été difficile pour toi? Ouais, donc ça s'est fait vraiment, un peu de manière impulsive, vraiment, en fait, je me suis blessée, et du coup, je me suis dit: «Ouais, c'est plus pour moi là», et en fait, j'avais toujours ce rêve, avec mon copain de l'époque, de partir, et au final, tout ça, toute cette désillusion, ça a été vraiment au final, avec du recul, un mal pour un bien, et j'en suis contente presque. Donc sinon je serais peut-être encore juste dans ma carrière qui aurait pu se passer bien, mais j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu ensuite. Donc au final, tout ça, ça s'est fait, et on s'est dit vraiment: «Bah, vas-y, viens, on se barre. Viens, on s'en va». C'est vraiment ça, on s'est regardé, on s'est dit: «Viens, on se casse», et du coup, c'est ce qu'on a fait, et ça a été vraiment en un mois, on a décidé ça, et on a posé notre résiliation, et on a vendu vraiment tout ce qu'on possédait, donc dans l'appart à Paris, Ah oui. vraiment tout. Donc c'était, vraiment, on avait mis des annonces sur Le Bon Coin, on disait: «OK, je sais pas, ce meuble à vendre», et quand les gens arrivaient, on disait: «Alors, tout ce qui est là, tout ce que vous voyez vraiment de la couette, à l'oreiller, tout est à». Vraiment, les gens regardaient, dans les tiroirs, et vraiment on a tout vendu à part vraiment 2 cartons d'objets personnels, mais vraiment à 99, tout a été vendu, et du coup, vraiment, je me sentais allégée. À chaque objet qui partait, je disais: «Prenez, prenez». Je me sentais super allégée, comme un poids qui partait de mes épaules, et vraiment, les 2 cartons qui sont partis, chez nos familles, et pour, plus avoir que 2 sacs à dos et prêts à partir, et je me sentais vraiment, mais allégée, et super bien, quoi. Et du coup, l'objectif, c'était quoi? Vous vous êtes dit quoi? Bon, on part, on verra bien, ou vous aviez fait un itinéraire? Non, c'était vraiment on verra bien. Ah ouais! C'était vraiment on verra bien. On n'avait pas beaucoup d'argent, parce que beaucoup justement partent avec, un itinéraire précis d'1 an, souvent un budget commun, enfin classique que les gens ont, c'est 15 000 € par an. Alors nous, pas du tout, par personne, 15 000 € par an par personne. Nous, on avait 10 000 € pour 2, et vraiment on s'est dit: «On verra». On part, on ose, on tente, on s'est vraiment jeté à l'eau, et on s'est dit: «On verra», et au final, du coup, c'est ce qu'on a fait, un peu avec la boule au ventre, mais c'était super excitant vraiment quand on a décollé. C'était: «Ouais, le monde est à nous, on verra ce C'est qu'il nous offre», et c'était vraiment un sentiment de liberté absolue. Ça doit être extraordinaire. Et vous avez commencé par quoi? Alors du coup, on connaissait déjà bien la Thaïlande parce qu'on était déjà allé plusieurs fois vraiment en vacances, et on s'était dit justement que ce serait un bon point de chute pour se poser, se reposer parce qu'on était vraiment épuisés. Se reposer et vraiment essayer de voir: «OK, qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'on planifie?» Et on est resté là pendant 1 mois dans une petite île qui s'appelle Koh Lanta, et ça a été là vraiment notre refuge, et on s'est posé, et on s'est dit: «OK, bon, bah, quel est le plan maintenant? Qu'est-ce qu'on fait?» J'y suis restée quelques jours, incroyable. Ouais, ça a vraiment été un eldorado. Oui, c'est exactement ça. Tu as l'impression d'être au bout du monde, et tu veux plus jamais revenir. C'est ça, et assez éloigné quand même dans l'ensemble du tourisme de masse que peuvent être certaines parties de la Thaïlande. Tout à fait, tout à fait. Et donc vous êtes là, vous vivez votre meilleure vie, vous n'avez plus rien à part vos sacs à dos, votre amour et vos paysages et les paysages qui vous accompagnent. Et donc vous décidez de faire quoi alors ensuite après koh. Alors du coup, donc on a fait plusieurs pays, d'Asie du Sud-Est parce que c'était, bien pour notre budget, c'était, peu cher, et donc on a fait, j'aime pas ce terme, on a visité, donc l'Asie du Sud-Est. Donc on a été, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, au Laos. Enfin, on a fait tous ces pays-là donc pendant, je crois, 7 mois, et après du coup, enfin après on était à Bali aussi, en Indonésie, et on s'est dit: «OK, bon, bah, maintenant il serait temps de travailler». Et pas puiser trop dans les réserves, on voulait garder une pomme pour la soif. Donc là, on est parti, on a décidé de faire un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande, où on a vécu pendant presque 1 an.
Et donc là, on a fait un peu les jobs typiques des backpackers, pas forcément super enrichissants, mais bon, c'était cool sur le moment. Donc, on a travaillé dans des usines de pommes, dans des champs. Enfin, on a fait plusieurs jobs comme ça. Et là, on a visité en stop. Donc on a tout fait, les 2 îles en stop et sac à dos, du coup. C'est incroyable. Alors ça, c'est vraiment un voyage que j'adorerais faire. Ça a l'air tellement beau. Ouais, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Et donc là, ouais, pendant plusieurs mois, donc on a aussi commencé. Donc là, on a utilisé un site qui s'appelle Helpix. Et ça veut dire, en fait, c'est un site d'échange. Donc ça permet d'économiser. En fait, tu vas rester avec des familles. Tu es logé, nourri. Et en échange, tu travailles en général. Pour que ce soit correct, il faut que ce soit, on va dire, 4 heures par jour. Et ça peut être de tout, en fait. Donc ça à toi à voir en avance avec la personne. Donc ça peut être, moi j'ai beaucoup fait des cours de français, on a fait du jardinage, on s'est occupé des enfants. Enfin, ça peut être vraiment de tout. Parfois, ça peut être dans des fermes, je sais pas, tu t'occupes des moutons. Enfin, ça peut être vraiment, c'est très très large. Trop bien. Mais ça permet au moins de ne pas dépenser. Tu gagnes pas d'argent, mais tu dépenses pas. Donc, ça peut être une bonne manière. Il y a plein de manières de voyager sans argent ou en tout cas sans trop dépenser. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est connu, du coup, ce site là-bas? Ouais, pour tous les voyageurs, il y a Helpix, il y a Workaway, il y a beaucoup de sites, voilà, qui permettent de rencontrer. Et après, là, on avait l'autorisation, on avait le droit de travailler légalement parce qu'on avait ce visa vacances-travail. Mais entre-temps, c'était aussi une bonne alternative. Et puis, du coup, voir aussi le pays de l'intérieur en étant avec des familles, comme ça permet de vraiment s'immerger. Tout à fait. Ouais, de s'imprégner davantage de la culture. Puis c'est les plus belles expériences, en fait, de rencontrer les locaux, de vivre comme si vous étiez des locaux, quoi. Tout à fait, ouais. Et comment ça se passe pour le visa vacances-travail dont tu parles? Est-ce que tout le monde peut l'obtenir? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Ouais, c'est très facile. Donc, il y a beaucoup de pays. J'ai oublié le nombre, mais je crois qu'il y a une cinquantaine de pays. Et les conditions, les critères changent en fonction des pays. Quasiment pour tous, il faut avoir moins de 30 ans, sauf si je me trompe pas, pour l'Australie, où c'est 35. Mais sinon, c'est moins de 30 ans. Et ouais, c'est payant. Alors, pour la Nouvelle-Zélande, c'était environ 200 euros, je crois, à l'époque. Donc, ouais, il faut payer. Mais après, voilà, qui te donne. Et en plus, il faut faire souvent une visite médicale pour eux s'assurer que tu n'apportes pas de maladie ou en tout cas que tu vas pas tomber malade et entre guillemets coûter au système de santé sur place. Donc, on avait juste dû faire une radio des poumons. Enfin, mais sinon, c'est très facile à obtenir. Et là, D'accord. l'Australie vient de rouvrir d'ailleurs pour les voyageurs après le Covid, donc c'est possible de retourner en Australie. Et je crois même d'ailleurs Mhm. qu'ils ont enlevé les frais de visa vacances-travail justement parce qu'ils ont un grand besoin de main-d'œuvre justement pour les fermes, dans les champs. Et c'est gratuit pendant 1 an, je crois, ou quelques mois. Mais en tout cas, comme ils ont besoin de main-d'œuvre, ils veulent attirer les jeunes étrangers. Donc pendant quelques mois, il n'y a plus ces frais. Canon. C'est une Ouais, belle nouvelle. c'est ça. Ok, génial. Et comment tu pourrais, si, alors moi qui ne suis jamais partie en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays que j'adorerais visiter. Peut-être que je n'en aurai jamais l'occasion, je sais pas. Mais si tu devais du coup nous décrire la vie là-bas, la culture, les paysages, comment t'en parlerais de la Nouvelle-Zélande? Ah, le mot qui me vient à l'esprit, c'est calme. C'est très calme. C'est vrai? Ouais. C'est très calme. Vraiment, quand tu atterris, c'est très, très vert et tu as plein de points blancs. Et en fait, tu te rends compte que c'est les moutons. Et en fait, je crois, il y a 3 ou 4 fois plus de moutons que d'habitants. Donc, c'est vraiment, c'est très calme. C'est vraiment, il faut vraiment aimer la nature, le calme. Euh, je pense que j'aurais aimé peut-être rester un peu moins longtemps parce qu'à long terme, c'était un peu trop calme. Donc, ça dépend vraiment ce que tu recherches, en fait. Si tu veux je vais faire plus la fête ou sortir plus, c'est mieux l'Australie. Donc, mais par contre, si t'es quelqu'un qui aime être en extérieur, randonnée, le calme, c'est bien la Nouvelle-Zélande. Donc, ça dépend ce que tu aimes faire. Ouais. D'accord. Et là, vous restez donc 1 an, ce qui est quand même énorme. Donc ça veut dire que vous êtes quasiment à 2 ans de voyage. Ouais. C'est long. Donc pas une seule fois, vous êtes rentré en France. Non, non. Du coup, Mm. c'était 8 mois, je crois, en Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc, on n'était pas encore rentrés. Non. Ouais, donc vous êtes à 1 an et demi de voyage. C'est ça. Ouais. Et après, vous décidez de continuer ou de rentrer? Du coup, on a continué. On est retourné en Asie parce que ça nous manquait beaucoup le style de vie. Eh ouais.
Enfin, c'était vraiment l'Asie, c'est mon continent de cœur et je pourrais y vivre vraiment pour toujours. Enfin, j'adore vraiment. Donc, on est retourné en Asie et ensuite, donc, partie de l'Asie, donc on a vécu après à Taïwan. À Taïwan pendant 8 mois aussi, je crois. Où là, vraiment, j'ai commencé à donner des cours de français, vraiment à en faire mon métier. Donc, en France, avant d'être pompier, j'avais eu une licence en sciences de l'éducation. Et donc, j'ai utilisé ça pour, donc, à Taïwan, commencer à être prof de français langue étrangère, donc pour des non-francophones. Et donc, avec l'anglais en langue commune. Et donc, j'ai enseigné donc, à des Taïwanais. Et au final, j'étais sur un créneau super porteur parce qu'il y avait très peu de Français à cette époque-là à Taïwan. D'ailleurs, encore maintenant, je pense. Et du coup, il y avait une grande demande de cours. Et j'ai eu vraiment beaucoup d'élèves. Je crois que j'ai eu 300 ou 400 élèves en tout là-bas. C'est encore ce que je fais maintenant. Et j'ai un peu des élèves vraiment aux quatre coins du monde. Et ça me permet de continuer à être nomade et libre géographiquement. Complètement. Et c'est vrai que il y a plein de manières en fait. On se rend compte petit à petit qu'il y a plein de manières, pardon, d'être libre en termes de voyage, de situation géographique. Tu peux voyager autant que tu le veux, tout en faisant des jobs online. Il y a tellement d'opportunités diverses et variées. C'est dingue en fait. Ah ouais, complètement. Il y a des gens qui codent, enfin, qui écrivent des livres. Maintenant, il y a beaucoup qui font des programmes en ligne, enfin, en fonction de tes compétences, ou après tu peux acquérir des compétences. Il y a toujours un moyen de trouver, ouais, ça c'est sûr. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que donc là vous êtes donc là on arrive à combien? T'es resté combien de temps à Taïwan? 8 mois à peu près, donc on est à 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi de voyage comme ça, de voyage fou quand même, hein, parce que t'es pas parti en Espagne et en Bretagne, vous avez quand même fait des sacrés voyages et des sacrés continents. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que la vie normale, entre guillemets, le quotidien d'un occidental normal te manque? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te dis, bah, j'ai peut-être envie de reprendre un job, une vie à Paris? Ou pas du tout, tu rentres vraiment dans cette vie de nomade et t'as envie d'y rester pour toujours? Alors du coup, ça dépend les moments. Après, on a toujours des coups de mou, etc. Mais c'est là justement où c'est un peu, c'est là aussi les difficultés de voyager en couple, parce que c'est à partir de là où justement moi j'étais à 100% épanouie dans cette vie de nomade et je voyais qu'une chose c'était continuer. Vraiment, je voyais que le monde était infini et je voulais vraiment explorer. Alors que justement mon ex a eu l'envie de retourner en France. Et donc c'est aussi ça la difficulté quand tu es à deux. Ben, je pense que c'est bien de faire des compromis, mais il faut pas non plus faire des sacrifices. Je pense que c'est la limite. Donc là, au final, ça a été l'une des raisons de notre séparation, c'est que voilà, on n'avait plus les mêmes envies. Et parfois, justement, quand on grandit pas de la même manière. Et donc moi, vraiment, j'étais devenue qui je voulais être. En fait, j'avais l'impression d'être devenue moi-même. C'était vraiment mon truc, quoi. C'était mon kiff, alors que lui, moins. Donc lui a voulu rentrer et moi. J'ai voulu continuer après parce que c'était vraiment mon truc. Mais par contre, oui, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Souvent, on me dit, t'as de la chance et je déteste ça parce que Ah, moi aussi. la chance se crée et clairement, j'ai beaucoup galéré parfois, mais je l'ai créé, ma chance. Enfin, j'ai créé ce que j'avais envie de créer. Et souvent, les gens, quand je suis quelque part, les gens pensent que je suis en vacances, mais souvent, comme ici, je me lève à 5 heures du matin pour faire mes cours en fonction du décalage horaire. Enfin, je veux dire, ça se crée. C'est pas parce que tu es dans un bel endroit que tu travailles pas et que tu te tournes les pouces. Donc, c'est vraiment. Parfois aussi, on a une vision détournée des choses. Avec les réseaux sociaux, on voit vraiment que l'iceberg, enfin la partie émergée de l'iceberg. Et je pense que c'est important de ne pas juger juste sur ça. C'est clair. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment envie de continuer et c'était ouais, vraiment une soif de découverte et une soif d'apprendre et de découvrir encore plus, d'explorer. Alors, tu as continué ensuite toute seule ou vous avez tout de même continué ensemble? Alors du coup, en fait, on s'était trouvé un compromis. On a dit on fait un dernier essai. Donc on a fait, pour terminer en gros ensemble, on a fait en tandem la Californie. Enfin, on est parti Oh, en de San tandem en plus, Francisco, quoi. en tandem avec la Ah remorque non! derrière. Donc on était, Ah non! je sais pas combien on faisait. On devait faire, je sais pas, 6 mètres. Ah. Et du coup, donc on est parti de San Francisco, donc jusqu'à la frontière mexicaine. Alors pareil, moi là, je rêvais que d'une chose, c'est de traverser, quoi. Je voulais continuer. Mais bon, lui avait pas très envie, donc on a fait une demi-tour. Enfin, on a fait une boucle en fait, en passant par le Nevada. On a été à Las Vegas et après on est remonté au nord de San Francisco. Donc on a fait une grande boucle en fait, parce qu'on a eu la chance, encore une fois.
de rencontrer quelqu'un sur notre chemin, parce qu'au départ, on allait prendre un tandem tout pourri à $300 qu'on avait trouvé dans un supermarché. On n'aurait pas été bien loin, je pense. Et on a eu de la chance de rencontrer quelqu'un, un cycliste passionné, qui nous a prêté un tandem, mais qui valait genre $6 000. Ah ouais. Et il nous l'a prêté. Il m'a dit, c'est pour ça qu'on a dû revenir à San Francisco. Il a dit, bon, profitez. Et puis, revenez quand vous aurez fini, me le rendre. Énorme. Incroyable, alors qu'on vraiment, on ne le connaissait pas. Et donc, on a juste acheté la remorque. On a mis derrière le vélo. Et du coup, donc, on a fait ça ensemble pendant 3 mois. Et donc là, on est rentré en France après. Et c'est là où nos chemins se sont séparés. Mais en même temps, alors si je peux me permettre une petite touche d'humour sur cette séparation, puisque je sais que tu as refait ta vie aujourd'hui, etc. Je pense qu'il y a peu de couples qui seraient capables de survivre à 3 mois en tandem. Hein. Je ne sais pas, hein, mais franchement. Avec le recul. Mais c'était trop bien. Sinon, en plus, le tandem était drôle. C'était une vache. En gros, c'était le motif, c'était vache. Il y avait même du rose en dessous, comme les pieds. C'était trop drôle. Donc, on était un attelage atypique. Et du coup, tout le monde nous encourageait. Et c'est ça que j'aime aux États-Unis, c'est que les gens se parlent facilement, en fait. Et aussi, je trouve que les gens font beaucoup de compliments facilement. Et du coup, tout le monde s'arrêtait pour nous parler, nous complimenter sur notre voyage. Et c'était trop drôle. Et du coup, ça pousse, ça encourage, ça motive. Et c'était vraiment chouette. Donc, c'était notre première découverte des États-Unis. Ouais. Waouh. Et dans ces 4 années de voyage, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué ? Je pense Taïwan. Parce que Taïwan, du coup, avait l'avantage d'être, comment dire, moins visité. Donc, au final, on était vraiment seuls, les seuls blancs, enfin, les seuls touristes. Et là, c'est la première fois où on avait vraiment fait une vraie expérience avec une famille, en tout cas en Asie. Et la famille qui nous a accueillis et chez qui on est resté quelques semaines était vraiment extraordinaire, avec qui je suis encore en contact maintenant. Et du coup, ils nous ont vraiment fait découvrir leur île de manière vraiment de l'intérieur. Et parce que c'est aussi des cultures un peu très différentes. Et donc, il faut aussi avoir quelqu'un parfois qui vous guide. Ça permet de comprendre mieux la culture. Et vraiment, et Taïwan, c'est vraiment, je vois ça comme les bisounours. Je crois que c'est le 2e pays le plus sûr au monde après Singapour. Et c'est vraiment les bisounours à 100%. Les gens laissent leur sac, leur portable sur la table. Il n'y a aucun vol, c'est super sécurisé. C'est ouf. Et il y a vraiment, j'ai jamais eu peur. Et du coup, j'avais beaucoup d'élèves justement taïwanais qui venaient en France et qui se faisaient soit arnaquer, soit on volait leur sac dans le métro. Et du coup, c'est parce que tellement ils ont l'habitude que tout est tellement en sécurité là-bas. Et juste, vraiment, les gens sont d'une gentillesse à Taïwan que je me sentais on se sentait comme dans une bulle. C'était vraiment un cocon protecteur. Et du coup, c'est vraiment un endroit qui m'a marqué. Et tu manges hyper bien aussi. J'ai été quelques jours à Taipei. Ah ouais. Je crois que j'ai jamais aussi bien mangé. Et pourtant, j'adore l'Asie, j'adore la bouffe en Asie. Mais là, Et c'est super différent aussi parce que parfois, vraiment manger des choses, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est bon, j'ai aucune idée. C'est vraiment, ça te dépayse vraiment, quoi. C'est plus, complètement différent de ce que tu peux reconnaître. Et c'est super, ouais, c'est trop trop. Bon, en tout cas, c'est un voyage qui a marqué toute ton existence, je pense, et qui a fait la femme que tu es aujourd'hui. Donc, vous rentrez, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous prenez la décision de vous séparer. C'est lui qui voulait quand même. Bon. Il était plus d'accord que moi, comment dire. Ouais, bon, désolée, mais bon, moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, tu es heureuse. Et voilà, et tu vas nous raconter, je veux pas spoiler quoi que ce soit. Mais donc voilà, vos chemins se séparent, on va dire. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que bon, vous rentrez à Paris, il fait gris, il y a du monde, Paris quoi. Donc il se passe quoi dans ta tête? Alors, c'était super compliqué. Du coup, j'ai vraiment, et je m'en veux vraiment avec du recul, mais j'ai eu peur, clairement, j'ai eu peur et je me suis dit, ben non, je peux pas repartir seule et tout. Je me suis mis des barrières de ouf, toute seule. Et en fait, j'aurais dû repartir tout de suite parce que du coup, quand tu es encore dans l'impulsion, dans le truc, c'est plus facile. Et en fait, j'ai trop attendu et plus t'attends, plus t'es sur ton canapé, le monde, alors que j'avais expérimenté déjà le voyage. Et là, du coup, en étant à Paris,
sur mon canapé, le monde te paraît effrayant parce que du coup, tu commences à écouter ce que les gens te disent. Mais non, tu peux pas partir seule, c'est dangereux pour une femme, nan. Et en fait, plus t'attends, plus tu repousses, plus c'est dur. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon expérience personnelle. Et du coup, j'aurais dû repartir tout de suite, donc je l'ai pas fait. Et au final, au bout de quelques mois, donc quand même, ça m'a pris quelques mois, mais j'ai réussi à me mettre le coup de pied au derrière et à me pousser et à repartir toute seule du coup. Et du coup, et pareil, je suis repartie en Asie, donc là à Bali, plusieurs mois. Et donc là, ça m'a vraiment aidé de revoyager seule et de rencontrer des gens seuls. Et ça a été vraiment une expérience complètement différente. Parce que quand t'es deux, au final, t'es dans ta bulle de deux et t'as moins, entre guillemets, t'as moins besoin des autres, moins besoin des gens. Et là, seule, t'as pas le choix, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu rencontres les personnes. Donc, j'ai été beaucoup plus ouverte. Et au final, les rencontres que j'ai faites étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes. Et ça m'a d'autant plus marqué. Ouais. Et là, tu t'as fait comment en termes de ressources financières? Pareil, tu travaillais un petit peu à droite à gauche ou t'avais retravaillé un peu à Paris? En gros, à partir de Taïwan, où là, j'avais commencé à être prof de français langue étrangère, quand je suis partie de là, j'ai toujours continué à travailler en ligne en étant prof de français langue étrangère. C'est là, en fait, où j'ai compris, ça, c'est parfait pour faire ça. Donc, j'avais beaucoup d'élèves de Taïwan qui avaient accepté de continuer en ligne. Et après, j'avais commencé à en trouver d'autres. Et du coup, à partir de là, ça a toujours été ma ressource principale. Et tu passes par un site en particulier d'ailleurs? Je l'ai fait à l'époque, mais le problème des sites, c'est qu'ils prennent une commission. Donc au départ, quand je commençais, j'acceptais. Mais après, ça m'a saoulée. Donc après, j'ai fait mon propre truc. Et du coup, là, par exemple, aux États-Unis, je mets beaucoup de flyers, des affiches. Et après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Maintenant que j'ai un réseau, les gens me recommandent, etc. Mais pour commencer, les sites, c'est bien. Ouais. Bah oui, c'est clair, parce que une fois que tu as tes clients, tu peux passer en direct, mais au début, c'est très bien. Voilà, mais au début, c'est très bien il y a beaucoup de demandes, donc c'est facile de trouver des élèves. Ouais. C'est vrai que c'est une superbe idée. En plus, tu peux tomber sur des personnes diverses et variées. Ça doit être hyper sympa d'échanger avec des gens de Ah ouais, cultures complètement. différentes. Là, par exemple, j'ai des profs d'université. Du coup, maintenant que j'ai le luxe de pouvoir choisir, entre guillemets, mes élèves, j'ai vraiment que des adultes, parce que je préfère. Donc, j'ai que des adultes. Et donc, ouais, vraiment, j'ai des gens vraiment qui sont dans des ONG, qui ont besoin du français pour partir en mission. Ou bien, voilà, un prof d'université. Enfin, j'ai vraiment de tout, mais que des adultes maintenant. Ouais. Trop bien, trop Ok. bien. Et donc là, t'as fait Bali. Pardon, je n'y arrive plus. Tu as fait que Bali? Alors, je suis allée à Bali. Je suis allée aussi au Sri Lanka. Alors, du coup, là, à Bali, j'avais rencontré un Sri Lankais avec qui ça s'est bien passé. Enfin, on avait bien le feeling. Du coup, on est partis ensemble au Sri Lanka. Il m'a dit, viens, je te fais découvrir mon pays. Donc, on a, Oh, on ok. a loué un tuk-tuk ensemble et on Mais a non. fait du Sri Lanka ensemble. Alors, c'était trop drôle parce que moi, je voulais le conduire, le tuk-tuk. Alors, les gens avaient l'air complètement déroutés quand ils voyaient une blanche conduire, puis lui, il est à l'arrière. On aurait dit un taxi, mais c'était pas la chauffeur. C'est pas normal, quoi. Ouais, donc ça, c'était trop bien. Ouais. Le Sri Lanka, j'ai adoré parce qu'en plus, on mange avec les mains au Sri Lanka, donc il m'a appris. Ça, j'ai adoré je pense que c'était plus que Taïwan encore, la nourriture du Sri Lanka, c'était mon numéro un. On se régalait trop. Ah là là, c'est tellement Ouais. génial. C'est tellement génial. Ça, et après, du coup, j'ai voulu donc refaire un voyage à vélo parce que j'avais vraiment aimé cette liberté. J'ai fait beaucoup de stops aussi seule. Je me suis lancée, donc j'ai fait du stop seul en Asie. Mais après, j'ai voulu refaire du vélo. Et donc là, je me suis dit, OK, j'avais fait la côte ouest des États-Unis. Donc, j'ai voulu faire la côte est. Donc, et j'ai voulu aussi partager mon voyage parce que comme j'étais seule, je voulais un peu qu'il y ait un fil rouge, un but en gros à ce voyage. Donc, en France, je suis allée dans des écoles. Donc, soit il y avait des écoles d'hôpitaux, donc avec des enfants malades, et des écoles de ZEP, donc en zone prioritaire. Et en fait, j'ai partagé mon voyage à distance avec eux, en fait, en faisant des appels, en leur racontant ce que je voyais. Je leur envoyais des cartes postales, etc. Mais non. Des échanges. Mais t'es Et incroyable. et aussi, j'ai récolté de l'argent parce que les Américains sont super généreux. Et du coup, quand j'ai fait ce voyage à vélo toute seule sur la côte Est, j'ai représenté une association qui s'appelle À chacun son Everest, qui accompagne en fait des enfants en rémission de cancer.
Et il les emmène à la montagne, etc. Parce que c'est pas forcément, comment dire, celle qui a créé cette association a été la première femme à gravir l'Everest, la première femme française. Et en fait, elle faisait le parallèle avec, au final, quand tu arrives au sommet de la montagne, c'est pas fini. Et en fait, le problème, la plupart des accidents se passent sur la descente quand tu redescends parce que t'as plus la motivation, c'est bon, t'es déjà arrivé au sommet, t'es fatigué, t'es moins concentré, t'es moins motivé, donc beaucoup d'accidents se passent en descendant. Et elle fait le parallèle avec les enfants malades. Donc le sommet, c'est la guérison, mais du coup, c'est pas fini. Et en fait, il faut réussir à, entre guillemets, à redescendre la montagne et redevenir un enfant malade, un enfant justement pas malade, un enfant comme les autres, parce qu'ils ont été souvent le centre de l'attention pendant plusieurs années. Donc là, ils savent plus entre guillemets être des enfants classiques comme les autres. Donc c'est leur réapprendre à dépasser leurs limites, etc. Donc ils les emmènent gravir des montagnes en France, dans les Alpes. Et c'est un beau projet que j'aimais. Donc du coup, j'avais récolté de l'argent pour eux. Ouais. C'est incroyable. C'est là où tu te dis, mais il y a tellement de choses qui existent, d'associations, etc., dont on n'entend pas parler en fait. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, du coup, ouais, et c'est ça. Et souvent, j'avais la petite peluche que m'avaient donné les enfants de la classe de ZEP. Ils m'ont dit, ah, c'était Billy, c'était une petite peluche. Ils m'ont dit, faut que t'emmènes Billy voir le monde. Donc, Oh non! Trop j'avais beau. Billy sur mon vélo, la petite peluche donc de la classe des ZEP, et j'avais le drapeau de l'association, donc à chacun son Everest. Donc Mhm. j'avais les deux sur mon vélo, et ça me motivait au final quand j'étais dans le mal et que c'était dur. Bah, ça me donnait une motivation pour finir. Bravo. T'as dû être tellement fière d'avoir accompli tout ça. Ouais, c'est clair. Quand j'étais seule, enfin, t'es vraiment seule face à toi-même. Et quand c'est dur, c'est vraiment dur, etc. Et enfin, du coup, tout est démultiplié, les émotions, le plus dur comme le meilleur. Et ouais, j'étais super fière, ouais, c'est clair. C'est magnifique ce que tu as fait, c'est assez extraordinaire. C'est là où on se dit quand même, on est plus dans l'extraordinaire que dans l'ordinaire quand même. Et après, du coup, ce qui était super, donc, pour être accueilli chez les gens, pour juste les voyageurs classiques, il y a Couchsurfing. Et là, du coup, il y a l'équivalent spécial pour les cyclistes qui s'appelle Warm Shower. Ça veut dire douche chaude. Et ça permet, en fait, il y a tellement d'hôtes. Alors, c'est incroyable. Presque la difficulté aux États-Unis, c'est de choisir chez qui tu as envie d'aller. Il y a C'est tellement fou. d'hôtes que tu as vraiment l'embarras du choix. Et en fait, chaque soir, et pendant 3 mois, donc seule sur la côte Est, j'ai jamais campé. Une fois, je crois. Une fois, j'avais la tente quand même au cas où. Mais j'ai toujours été chez des gens parce que du coup, je me disais, bah, c'est bon, je suis déjà seule la journée. Donc, le but, c'était d'être ben, accompagnée, enfin de rencontrer des gens le soir. Donc j'ai toujours rencontré des gens, et donc quand j'avais le feeling que ça se passait bien et qu'ils m'invitaient, bah, je restais plus longtemps. Donc pareil, j'ai encore contact avec presque tous les gens qui m'ont hébergé, et ça a vraiment mis du sens à mon voyage, et ça a fait un voyage vraiment bah, pour moi qui était le plus important avec les rencontres. Tu vois, ça me fascine ce genre d'expérience, encore plus quand c'est des expériences qui sont faites par des femmes. Parce que tu sais, on évolue quand même, c'est quelque chose que je dis souvent, mais avec les médias, on évolue dans la peur. Mhm. On nous dit, tu vois, on parle d'une histoire qui est arrivée, on a l'impression que ça peut nous arriver. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même énormément de gens et de femmes qui voyagent seules. Et ça se passe hyper bien en fait. Enfin, c'est même là où souvent on m'a dit, mais en fait, Sandra, il m'est rien arrivé. J'ai pas eu peur. J'ai rencontré que des gens extraordinaires, bienveillants et qui voulaient m'aider. Euh, Est-ce que pour toi c'était pareil? T'as le même sentiment? Ah, complètement, parce que du coup, franchement, j'ai bien plus de fois eu peur à Paris le soir qu'en voyage. C'est ça. Parce que franchement, ouais, il y a 0,001% des gens qui sont mauvais, mais sinon les gens, tout le monde est intimement bon. Enfin, j'ai la conviction que les gens sont bons, et que on veut tous la même chose. On veut tous être en sécurité, se sentir bien, heureux, aimé. Et on est tous pareils, en fait, quelle que soit la culture, quel que soit le pays. Et, ouais, il faut juste apprendre à être ouvert et à comprendre l'autre. Et du coup, beaucoup de fois, quand j'étais hébergée chez des gens, je me suis retrouvée chez des gens qui avaient des convictions complètement différentes des miennes, qui étaient vraiment à l'opposé de ce que je pensais. Mais au final, quand tu es dans ta vie classique, tu es un peu dans une bulle où tu as les gens qui t'entourent qui sont souvent comme toi ou qui te ressemblent. Et là, ça te force à t'ouvrir et à essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, qu'est-ce qui les a amenés à penser de cette manière. Et au final, ça ouvre l'esprit vraiment, et ça te permet
de comprendre leur point de vue, même si t'es pas d'accord avec eux, de dire ah ok, bon, tu penses comme ça parce que ça et ça. Mais ouais non, sinon les gens sont bons et j'ai quasiment jamais eu de problème, peut-être une fois, mais en fait quand t'es seule, bah tu développes ton intuition et ta petite voix. Enfin, faut juste pas être naïf, mais faut pas être non plus. Enfin, faut juste pas être extrême d'un côté ou de l'autre. Juste voilà, faire attention. Voilà, suivre ta petite voix, ton intuition. Et si tu sens que, enfin, si tu te dis ouais, ça le fait pas, je le sens pas, bah vas-y pas. Et juste voilà, Ouais, s'écouter en c'est fait. clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est souvent ce qu'il en ressort d'ailleurs, effectivement. Qu'on fait plus appel à notre intuition, à notre instinct. Mhm. Euh, mais oui, mais globalement, c'est des expériences qui se passent bien. Et c'est dommage que... Mais bon, c'est encore un autre sujet, donc on va pas partir là-dessus. Mais c'est dommage du coup qu'on passe la majeure partie de notre vie à vivre dans la peur, en fait, dans des peurs irrationnelles qui n'existent pas, dans des messages qui nous ont été passés et qui sont pas les bons. Voilà, enfin bref, ça me révolte, mais Ouais. bref. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas trop écouter voilà, la radio ou la télé, aller voir par soi-même, parce que tout ça, Mm, c'est mm. vrai, tout ce qu'on entend, c'est vraiment des choses qui se sont passées, mais c'est pris hors contexte, c'est une Tout à fraction fait. de tout ce qui existe. Et, et ouais, une fois, j'avais lu une citation qui m'a marquée, c'était en gros que s'inquiéter, c'est stupide, parce que c'est comme se promener avec un parapluie en attendant qu'il pleuve. Enfin, tu C'est trop t'inquiètes ça. deux fois, en fait, et c'est facile à dire, hein, parce que jusqu'à maintenant encore, j'ai ce problème. Enfin, souvent, je m'inquiète. Je dis, ah, est-ce que ça va le faire et tout, mais j'essaye de me dire, ouais, ben, là, ouais, je me stresse pour rien. Enfin, c'est moi contre moi-même. Enfin, c'est dommage de s'inquiéter deux fois. Autant, voilà, bah, si le problème arrive, il faudra régler ce problème à ce moment-là, mais s'inquiéter maintenant en avance, ça sert à rien. Tout à fait. Tout à fait. Oui, il faut se préserver. Bon, Ouais. et en plus, c'est quand même pendant ce voyage que tu fais la rencontre de quelqu'un de particulier. Ouais, c'est ça. Donc oui, donc j'ai fait donc ce voyage-là, c'était donc de Montréal, donc au Canada, jusqu'à Miami, donc en Floride, et donc à peu près au milieu, donc à Washington, donc la capitale américaine. J'ai rencontré donc mon fiancé du coup, ouais, mon fiancé donc qui est américain. Et comment tu l'as rencontré? Alors du coup, alors parfois je dis la fausse version, mais la vraie version c'était sur un site. Alors honnêtement, c'était le seul et unique que j'ai rencontré. C'est pas des mythos. C'était vraiment le seul. Mais sinon, parce que des fois, quand on rencontre des gens à deux, je dis parce que j'avais un signe à l'arrière du vélo qui disait ce que je faisais. Donc beaucoup de gens venaient me parler comme ça. Alors souvent, on dit ah, on s'est rencontrés comme ça, mais non, c'était sur un site. J'ai oublié le nom de l'appli, c'est incroyable. La plus connue de site de rencontres en ligne, comme quoi ça fait longtemps. Mythique? Non, pas Ouais, mythique. non? Non, non, pas mythique. Bah, la plus que. Ouais, j'y connais rien moi, mais Bon, ouais, mythique. bon, voilà, c'était en ligne en tout cas. Bon, mythique quoi. Mythique 2. Ouais. Et c'était, en plus, c'était ce qui est drôle, la petite histoire, c'est que, en gros, quand j'étais à New York, quand je suis arrivée à New York, je me suis dit, ah, tout, j'ai commencé à m'ouvrir un peu à l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un, parce que ça faisait à peu près un an que j'étais célibataire, et je voulais être célibataire, je voulais avoir ce temps seul, parce que j'avais toujours été avec quelqu'un, on avait été ensemble pendant 7 ans avec mon ex, et du coup, je voulais vraiment être seule et un peu me construire seule. Donc là, seulement à partir de New York, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et j'avais essayé de m'inscrire sur ce site à New York, et trop bizarre, c'est le destin, ça marchait pas. Ça marchait pas, trop bizarre. Et en gros, quand je suis arrivée dans la ville suivante, à Washington, ça a marché. Et en gros, mon fiancé, c'est le premier, le seul que j'ai rencontré. Et voilà, c'était comme si le destin m'a aidé en, en attendant que je sois dans cette ville pour le rencontrer. C'est ouf. Et en plus, ce qui est ouf, parce qu'à la base, quand même, il faut savoir, bah, effectivement, t'as un parcours de vie qui est assez dingue, donc forcément, on en a énormément parlé. Mais à la base, pourquoi je contacte Justine? Parce que en ce moment même, elle est en train de faire un voyage qui me fascine aussi, parce que une manière de vivre, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, j'ai envie de dire. Et ce qui est fou, c'est que du coup, tu as rencontré de nouveau une personne qui était prête à voyager, à vivre autrement, quoi. Alors, sur ce point, Alors, je regrette. comment te dire alors non, lui justement, on va dire qu'il est plus parce qu'en fait, il y a tellement une pression quand même, je trouve, aux États-Unis avec les études. Par exemple, nous, on a vraiment beaucoup de chance en France.
que nos études sont, on va dire, gratuites pour la plupart, enfin, si tu vas à la fac, etc. Alors qu'il y a vraiment des dettes étudiantes qui sont énormes aux États-Unis. Ah ouais, c'est horrible. Donc, en gros, t'as pas cette liberté. Moi, genre, quand j'avais ma licence, j'avais pas de dette à rembourser. Donc, c'était beaucoup plus facile, par exemple, de partir en Asie, de me dire, je verrai, parce que j'avais pas les dettes sur le dos. Alors qu'ici, quasiment tout le monde fait des études. Enfin, beaucoup de gens font des études, donc ont les dettes étudiantes. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens sont un peu justement dans le parcours classique. On fait les études, on fait le travail. Encore plus, je trouve, parce que c'est quand même une société très basée sur la carrière, etc. Donc bref, donc lui à la base non, n'était pas comme ça. Et c'était plus, il me dit tout le temps ouais, grâce à moi il le fait. Mais jusqu'à maintenant lui il aime quand même avoir un travail parce que c'est quand même le statut, etc. Mais on va dire que il aime ce qu'on fait, mais moi encore plus. Bah oui, toi c'est ton truc, clairement il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Et c'est difficile de trouver quelqu'un, justement, encore une fois, c'est les compromis, parce que c'est dur de trouver quelqu'un qui veuille à 100% faire ça et qui... Et encore une fois, c'est... il y a une histoire, c'est comme ça, c'est la pirogue avec les racines, etc. Enfin, à la fois, moi aussi, j'ai envie de m'enraciner quelque part, d'être dans un endroit, et à la fois, j'ai envie d'être libre. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver entre les deux, et que j'essaye encore de trouver jusqu'à maintenant, d'avoir à la fois une base pour pouvoir avoir, par exemple, les amis, le groupe sur place, et après voyager. Enfin, après, il y a plein de manières de faire et de voir les choses, mais les deux, c'est bien. Mais moi, en tout cas, la vie nomade, pour l'instant, c'est encore ce qui me fait kiffer. Ouais, non, mais je comprends. Et c'est marrant, j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un il y a pas longtemps. On parlait justement du fait que on avait mis beaucoup d'argent quand on était jeune, tu vois, entre nos 25, 24, 30 ans, pour justement voyager. Et ensuite, ce qui nous fait kiffer aujourd'hui, c'est le voyage intérieur. Et en fait, le fait de se sentir libre, moi, je ressens plus cette liberté grâce au voyage. Je n'ai plus besoin d'autant voyager. J'ai plus cette soif de voyager, même si j'adore voyager. Mais si tu veux, le fait de pratiquer le développement personnel au quotidien, c'est tellement plus de liberté que de voyager dans le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, à 100%. Du coup, pareil, depuis que j'ai passé du temps à Bali, c'est là où j'ai commencé à faire du yoga. Et après, j'avais fait une retraite de méditation. Je sais pas si tu connais Vipassana, donc 10 jours en silence. Oh, exceptionnel. J'avais fait ça au Canada. Donc vraiment, j'ai commencé avec le voyage. En fait, je suis pas, comment dire, je suis pas religieuse, mais par contre, je suis vraiment spirituelle. Je suis vraiment attirée par la spiritualité. Et donc là, vraiment, j'ai commencé à faire beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, et je suis vraiment aussi attirée par le développement personnel. Et je me retrouve dans ce que tu dis. J'ai moins quand même ce besoin. Avant, c'était vraiment un besoin viscéral. Oui. De voyager, de partir, etc. Maintenant, moins. Maintenant, j'ai encore cette envie, mais c'est plus un besoin, on va dire. Ouais, tout à fait. Parce que j'ai vraiment aussi, avec le yoga et tout ça, trouvé plus une paix intérieure. Et vraiment, ça m'a aidé. Et comme tu dis, voilà, c'est peut-être avant, au départ, justement, la manière dont on est parti de France, etc. Parfois, le voyage a pu être une fuite, alors que maintenant, non, pas du tout. C'est vraiment un plaisir, une manière de vivre. Mais par contre, le voyage intérieur, c'est encore plus, ou en tout cas autant inspirant, et ça te fait grandir. Puissant, ouais. Complètement. Et donc aujourd'hui, raconte-nous, on va finir là-dessus quand même, raconte-nous comment vous vivez aujourd'hui et ce que vous faites et c'est quoi votre itinéraire, et bref, on veut tout savoir. Alors du coup, ouais, on avait passé quelques mois en Europe, et après on est revenu donc là en janvier, parce qu'on s'est dit on va acheter un camping-car. Alors lui, au début, il voulait un van. Alors moi, j'ai dit c'est mort, ça va pas le faire parce qu'on a un chien. Alors quand même, moi j'accepte de vivre dans un espace restreint, mais il y a des limites. Franchement, j'admire les gens qui sont en van. Parfois, on voit des vannes avec 2 parents, 3 enfants. Je vois, chapeau. Ouais, et non, clair. Franchement, là, le camping-car, c'était l'espace minimum pour moi. Parce que voilà, si on se saoule mutuellement, on peut se séparer. c'est pas dans la chambre, on se voit tout à l'heure. Et donc là, donc on est parti donc en janvier de Floride. Et donc maintenant, on est en Utah. On est à Salt Lake City en Utah. Donc presque déjà à l'ouest. Enfin, on est à l'ouest, mais presque sur la côte ouest. Et donc on a traversé les États-Unis.
Donc ça fait presque 5 mois. Et c'est chouette, ouais, franchement, ça donne vraiment une liberté. Moi, je connaissais pas ce moyen de voyage. Alors, par exemple, le stop et le vélo, c'est une liberté incroyable. Mais parfois, j'avais toujours le stress, soit de trouver un hôte, soit de savoir où camper. Enfin, c'est un peu plus précaire, on va dire. Alors que là, le camping-car, ça donne une sécurité. Enfin, c'est vraiment un cocon. Où que t'ailles, où que tu te gares, tu sais que t'es comme un petit escargot, t'as ta maison avec toi. C'est clair. Donc, ça donne vraiment un sentiment de sécurité. Ça, c'est le point positif. Le point négatif que je dirais, c'est que c'est plus dur de rencontrer des gens. Parce que justement, tu es dans ton cocon, dans ta bulle, et c'est plus dur, comme du coup, je suis pas hébergée, tout ça, donc c'est un peu plus dur de rencontrer des gens. Et ça, c'est le point un peu négatif. Mais sinon, la liberté que ça donne, on se gare vraiment tout le temps dans des endroits incroyables. Enfin, tout le temps. Parfois, on a eu des parkings de supermarchés aussi. Il faut pas non plus dire que tout est incroyable. Mais dans l'ensemble, on a trouvé toujours des beaux spots. Et du coup, comme on est avec le chien, elle est super heureuse, elle aussi, d'être en nature. Et là, moi, j'avais besoin de ça. Je pense que la nature peut vraiment nous faire du bien. Et là, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi ce voyage. C'était pour vraiment passer du temps en nature. Donc ça, c'est bien. Et c'est magnifique. Enfin, quand on va sur ton Insta, les photos, les réels que tu postes, on en prend plein les yeux, quoi. Ouais, non, franchement, j'en ai pris plein les yeux. Donc, j'essaye de transmettre, même si c'est pas évident par les images. J'essaye de transmettre au mieux parce que, ouais, c'est beaucoup de paysages, ouais, sont vraiment à couper le souffle. Ouais. Et pareil, comme tout à l'heure, on parlait des compromis. Du coup, par exemple, moi, je suis à fond en rando, je pourrais y passer mes journées. Alors, souvent, par exemple, ma tante, il va venir avec moi, mon fiancé. Et après, il dit, bah, vas-y, continue toute seule. Donc, souvent, l'après-midi, je vais continuer ou quoi. Enfin, si je veux plus, quoi. Donc, ouais, on essaye de faire des compromis parce que, ouais, c'est ça. Quand t'es à deux en couple, en voyage, c'est ça, essayer de trouver un équilibre pour que les deux y trouvent son compte. Carrément. Et ton chéri, du coup, il travaille ou il travaille pas? Ouais, du coup, alors lui, pareil, il est militaire. Alors ça, c'est vraiment le, le point drôle de ça. J'aurais jamais imaginé être avec un militaire. C'est tout l'inverse de moi. Vraiment, c'est ironique. Ouais, donc du coup, il est militaire et il part souvent en mission, en fait. Donc, parfois, il a dû partir, par exemple, 2 ou 3 semaines. Et moi, je suis restée à un endroit avec le camping-car. Et donc, il doit revenir parfois à la base où il est. Et ouais, donc, il est militaire. Euh, il est réserviste, mais il est de carrière, en fait. C'est fou. C'est marrant parce que c'est un peu ce côté-là que tu avais finalement quitté. Ouais. Et finalement, peut-être que y a une partie de toi qui ne peut pas s'en passer. On part sur la psychothérapie. Je ne sais pas. Non, mais ouais, c'est marrant parce que moi, je suis vraiment un peu la gypsy, quoi. Vraiment la liberté, etc. absolue. Et ouais, donc on est. Peut-être aussi que d'une certaine manière, il m'apporte la sécurité ou un équilibre, en tout cas, un point de chute, une sécurité que j'avais peut-être besoin pour pas trop. Pour me rattacher un peu, me donner des racines, on va dire. Complètement, complètement. C'est quoi alors tes futurs projets? Est-ce que vous avez des futurs projets? Ouais, moi, du coup, là, encore une fois, le voyage en camping-car, je le vois un peu comme le voyage à vélo, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi, c'est un style de vie et une manière de vivre, mais c'est vraiment un moyen. Donc là, c'était vraiment pour passer du temps en nature et aussi, du coup, pour vraiment ouais, prendre du temps pour soi. Mais là, ce que j'aimerais, c'est vraiment me former, d'autant plus miser sur moi, me former j'aimerais devenir professeur de yoga et peut-être coach aussi à long terme, enfin vraiment dans le développement personnel et pour essayer d'aider les gens. Enfin, c'est en tout cas la direction que j'aimerais suivre pour le futur. Génial. Et ben en tout cas, je te remercie infiniment pour cet échange et pour ton témoignage. On a un petit rituel dans le podcast des locomotives, je ne sais pas si tu le connais. À la fin, je pose 2 questions. Donc la première, c'est as-tu un mantra, un conseil, une philosophie de vie? Mhm. Ouais, souvent quand j'ai. Alors, moi, je suis horrible pour prendre des décisions. Enfin, à chaque fois, je vais penser à ok, oui, ça c'est bien, mais ça c'est mieux. Donc, pour choisir quelque chose, prendre une décision, souvent je me dis ok, mais la version de moi vieille, la Justine de 80 ans, de quoi elle serait fière? Et souvent, c'est ce que je me dis est-ce que je serais plus fière de moi si je fais ça ou ça? Et ça m'aide beaucoup à choisir.
Oui, c'est vrai. Et ben c'est très bien. C'est quelque chose qu'il faut faire, effectivement, si on a du mal à prendre une décision. Tu as tout à fait raison de nous le rappeler. C'est hyper important. Et la deuxième question, c'est que voulais-tu faire quand tu étais petite fille? Comme métier, tu veux dire? De ta vie, comme métier, ce dont tu te rappelles. C'était vraiment, il y avait les 2 choses, c'était pompier et aventurière. C'était vraiment, C'est trop drôle. ouais, Indiana Jones et puis, les pompiers à fond. C'était les 2 grandes images pour moi, qui m'attiraient. Ça a toujours été, ouais, ça a toujours été ce qui me faisait rêver. Donc tu avais déjà ce goût, pour l'aventure alors? Aussi. Ouais, vraiment. Dans ma chambre, c'est vraiment il y a la grande carte du monde, Ah ouais? toutes les citations avec, les enfants un peu de tous les pays, c'est ça pour, par exemple, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Enfin, ce genre de citations partout dans ma chambre. Génial. Bon, bah, c'est cool. J'ai l'impression que tu as un peu, réalisé ton rêve de petite fille. Franchement, Justine, keep going, kiffe ta vie et belle continuation à toi. Merci beaucoup et merci à toi de m'avoir invitée et bravo à toi pour, ce beau podcast que tu as créé. Merci Justine, c'est hyper gentil. Salut Justine, à bientôt. Salut, à bientôt, bonne journée. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!